bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci aux organisateurs. Je veux d'emblée reconnaître aussi la contribution de Raphaël Tesser, chercheuse postdoctorale qui a joint mon équipe de recherche récemment puis qui m'a aidé à préparer plusieurs des diapositives que je vais vous présenter. Donc, je dois dire d'emblée, ça marche-tu ça? Oui, ça marche. Je dois dire d'emblée que vous n'êtes pas mon public habituel. D'habitude, j'interagis davantage avec des médecins, des toxicologues, des épidémiologistes ou encore des gens de la santé publique. Parce qu'en fait, ce qui m'a amené, moi, à m'intéresser aux pesticides, c'est vraiment les effets sur la santé, plus spécifiquement, comme on vient de le dire dans l'introduction, les effets sur le développement de l'enfant. J'ai donc, au cours des 10-15 dernières années, fait plusieurs contributions en recherche qui démontraient que l'exposition, donc durant la phase prénatale et durant la petite enfance, à différentes classes de pesticides, était associée à des retards cognitifs, par exemple, qu'on peut évaluer avec des déficits de QI, ou encore associés à des troubles de comportement, par exemple, problèmes d'hyperactivité, manque d'attention. Et je ne suis pas la seule à avoir rapporté ce type d'effet. Il y a plusieurs chercheurs à travers le monde qui l'ont fait. Et je pense que maintenant, c'est quand même bien établi que les pesticides ont vraiment un impact néfaste sur le neurodéveloppement des enfants. Et ces constats de recherche ont été faits non seulement dans des populations agricoles où, oui, l'exposition est probablement trop élevée, mais il y a des études aussi qui ont été faites en population générale où il n'y avait pas de source particulière d'exposition aux pesticides. Donc, ça nous amène à la question cruciale de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'exposition de la population. Et la source principale d'exposition pour la population générale, c'est l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur ce sujet-là? En tout cas, une chose est sûre, les médias sont vraiment friands chaque année du palmarès du EWG, le Environmental Working Group, qui est, ce sont on peut dire un groupe d'activistes environnementalistes aux États-Unis qui sortent donc à chaque année 2 palmarès, en fait. Avant, il y en avait juste un. Maintenant, il y en a un second qui est plus positif. Hein? On aime ça être positif, c'est le fun. Mais bon, le palmarès méchant, c'est de Dirty Dozen. On a francisé ça les 12 salopards. Et c'est les produits dans lesquels... Oui, ils ont dit ça dans les médias. Je ne suis pas sûre d'aimer ça. Je pense que je vais continuer à dire Dirty Dozen. Donc, c'est les produits qui sont le plus souvent contaminés, où on retrouve, et ce qui caractérise en fait ces produits-là, c'est le nombre de pesticides différents qu'on retrouve sur les échantillons. Il y a certains de ces produits-là pour lesquels il y a plus d'une vingtaine de pesticides différents qui peuvent être retrouvés. Et ça pose donc la question des mélanges. Je vais en parler plus tard. Mais c'est ça, dans le côté positif, on a aussi la Clean 15, où là, c'est les produits qui sont particulièrement peu contaminés, mais on voit qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas, c'est un peu triché, mais il y a une pelure. Donc, quand on enlève la pelure, les analyses sont faites sur les parties comestibles. Alors, on retrouve moins de pesticides dans ces produits-là, mais d'un point de vue de santé publique, c'est quand même bon quand on veut donner des recommandations aux gens de ce qui est plus contaminé, moins contaminé. Donc, dernière chose que je veux dire sur ce palmarès-là, il est un peu mal aimé de certains scientifiques ou même de gens en santé publique qui vont dire « mais c'est juste de la détection des pesticides, on ne parle pas de concentration, ça ne dépasse pas les normes, alors ça ne nous informe pas sur les risques pour la santé ». Peut-être, mais on va voir que les normes, elles ne sont pas parfaites. Il y a vraiment des problèmes avec les normes. Puis, donc, je pense que ça apporte quand même des données intéressantes. Juste pour dire aussi que ces palmarès-là utilisent des données de la FDA, de la USDA, puis c'est comme 40 000 analyses différentes qui ont été faites, donc des bases solides quand même. Maintenant, si on vient chez nous, dans notre pays, qu'est-ce qu'on a comme données sur le sujet de la contamination alimentaire? Au niveau du gouvernement fédéral, on dispose de 2 programmes de surveillance. Le programme de surveillance des résidus chimiques qui existe depuis longtemps, 1978, et un deuxième programme plus récent créé il y a une dizaine d'années pour augmenter le nombre de fruits et légumes, puis augmenter justement les analyses sur les pesticides, parce que initialement, avec le premier programme, c'était beaucoup des produits chimiques qu'on recherchait, des BPC, des métaux, ce genre de choses-là. Donc,
Donc voilà. Alors, c'est ça, on a 2 programmes au niveau fédéral et au niveau du Québec aussi, on a un programme et je ne crois pas que c'est toutes les provinces qui peuvent se targuer d'avoir un programme comme ceci. C'est le plan annuel de surveillance des résidus de pesticides dans les fruits et légumes frais vendus au Québec, qui est mis en place par le MAPAC via son laboratoire d'expertise et d'analyse alimentaire. Mais tous ces programmes-là, ce qu'ils visent vraiment à faire, c'est juste contrôler le respect des normes sanitaires. On vérifie si, pour un couple matière active aliment, on vérifie si la concentration est supérieure ou pas à la LMR. Maintenant, tout le monde sait c'est quoi LMR parce que vous avez entendu la présentation de Valérie. Donc, si ça dépasse, on flag. Si ça dépasse pas, tout est correct. L'objectif, là, tel que stipulé, c'est de garantir la salubrité alimentaire et la bonne santé des consommateurs. Bien, moi, je vous dis qu'il y a quelques bémols à faire sur cette garantie de santé si on respecte les normes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Ça, j'ai juste pris la dernière itération du programme fédéral. Donc, dans ce rapport-là, des aliments prélevés en 2020-2021, encore une fois, c'est ça, on compare en fait, on vérifie le taux de conformité, là, ce qui dépasse les LMR. Donc, super rassurant, un taux de conformité de 96 environ pour tous les contaminants confondus. On remarque aussi, il y avait des produits canadiens, il y avait des produits importés. On remarque un taux de conformité meilleur pour les produits canadiens que pour les produits importés. On voit aussi qu'il y a une différence, évidemment, selon les différentes classes d'aliments. Il y a quand même 20 de non-conformité dans les épices et les fines herbes. Je pense que c'est notamment les épices, étant donné que c'est séché, on perd de l'eau, ça concentre. Mais bon, on n'en mange pas des gros volumes. Alors, bon, c'est pas trop problématique d'un point de vue de santé publique. Puis pour les autres produits, ça dépassait 95 Puis pour les produits importés, c'est ça, c'était un peu plus bas, mais quand même assez rassurant comme chiffre. Maintenant, au niveau du programme québécois, encore une fois, j'ai utilisé le rapport le plus récent qui était possible d'obtenir. Quand même 600 échantillons de 15 fruits et légumes différents qui ont été analysés pour plus de 500 pesticides différents. Donc, en tout cas, moi, je suis impressionnée par ces analyses-là. Encore une fois, les dépassements de normes sont très rares. On est conforme à 98 pour les produits du Québec. Encore une fois, on est meilleur localement que quand on regarde les produits importés. Le taux de conformité qui était plutôt à 94 dans les produits importés. Donc, maintenant, si on passe au bio, quand on parle de résidus de pesticides, les gens qui s'inquiètent de ça, c'est une option qu'ils vont vouloir regarder. Bien, au Québec, j'ai l'impression, quand on regarde les derniers chiffres, qu'on est quand même des chefs de file. Il y a 44 des exploitations agricoles bio au Canada qui sont au Québec. Mais il faut dire, c'est beaucoup des entreprises acéricoles. Donc, c'est quand même un petit peu plus facile de se passer de pesticides quand on a une forêt que quand on fait pousser des tomates. Donc, mais quand même, on a un doublement du nombre d'exploitants bio entre 2016 et 2021. Donc, c'est vraiment un boom. Maintenant, ce que les résultats montrent, ici, on a les données amalgamées de 2016 à 2020. Bien, on avait 10 des échantillons où on détectait des pesticides, pas au-dessus de la norme, juste on en détectait. Pour les dépassements de normes, c'était encore plus bas que dans le conventionnel, 1 1,6 pour les produits importés. Bien, ce qui explique qu'on voit de la contamination même sur les produits bio, ben, on pense qu'il peut y avoir de la dérive s'il y a des producteurs en conventionnel qui sont pas loin. Il peut y avoir aussi de la persistance de certaines molécules dans les sols. Il y a aussi des pesticides qui pourraient provenir de l'eau qui est utilisée pour arroser les récoltes. Il peut y avoir de la contamination durant l'empaquetage. Il peut aussi avoir des mauvais étiquetages. Donc, différentes réponses. Mais en tout cas, une chose est sûre, le fait de consommer une alimentation biologique réduit bel et bien l'exposition humaine. Ici, je vous présente les données d'une étude d'intervention. Dans cette étude-là, les chercheurs se sont intéressés particulièrement aux enfants parce que c'est une population à risque. Et on a substitué
toute l'alimentation de 23 familles pour leur donner de la nourriture bio. Et pendant tous les jours de l'expérience, soit une quinzaine, 16 jours en fait, on a mesuré les pesticides à chaque jour dans l'urine des enfants. Et c'est ce que le graphique nous montre ici. Donc, ce qu'on voit, on a commencé par mesurer quand les gens mangeaient ce qu'ils mangent d'habitude en conventionnel. Et on voit donc, et ici, ce qui est rapporté, c'est des métabolites de malation. Donc, il y avait du malation. Et dès qu'on est passé à une diète organique, on a vu une diminution rapide et très importante des résidus de malation. Et ça devenait presque difficile à détecter. Là, les concentrations tombaient très, très, très bas. Et elles remontaient dès que les personnes reprenaient leur alimentation traditionnelle. Bon, ça, c'est une étude, c'est qu'une étude, mais après ça, il y en a eu plusieurs, j'en liste, là, qui ont été menées, des études similaires de substitution d'alimentation, et on a pu démontrer qu'il y avait des réductions pour différentes classes de pesticides, les organophosphorés, les pyrétrinoïdes, les néoniques, des herbicides aussi. Donc, il y a une véritable efficacité de l'alimentation bio pour réduire l'exposition humaine. Et ce que ces résultats-là montrent aussi, c'est bel et bien l'importance de l'alimentation, parce qu'évidemment, il peut y avoir plusieurs sources d'exposition aux pesticides pour les gens, mais quand on coupe ce qui vient de l'alimentation, puis on voit que l'exposition, en tout cas dans l'urine, tombe à presque zéro, on voit bien l'importance de cette source d'exposition. Il y a donc un levier là, pour agir. OK, maintenant, si on prend un pas de recul, je m'excuse pour le temps. Quand j'ai commencé à parler, c'était pas comme à... Ah, c'est un truc descendant. Ah, c'est bon, il me reste plein de temps. Je vais ralentir le débit. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est des données qui proviennent d'une grande enquête menée conjointement par Santé Canada, Statistique Canada, l'enquête canadienne sur les mesures de santé, qui sert à évaluer l'exposition de la population à différentes substances. Ici, je vous présente les données qui concernent 2 classes de pesticides, les organophosphorés, et on a 2 catégories là, de métabolites différents, les DMP et les DEP. Et le 3-PBA, c'est un métabolite commun de plusieurs pyrétrinoïdes. Donc, le panel du haut ici sert à vous montrer un peu la tendance temporelle dans les concentrations au sein de la population. Donc, ici, on a de 2007 à 2019. Donc, ce qu'on voit, c'est pour les organophosphorés, il y avait une certaine diminution pour certains des organophosphorés. Pour d'autres, il y avait un maintien, donc bon, ça ne diminue pas beaucoup. Et pour les pyrétrinoïdes, bien, ça augmente. Donc là, je veux bien être positive, mais en tout cas, il va falloir renverser la tendance. Après ça, c'est sûr que c'est 2019. Il y a peut-être eu des changements depuis. Les données ne sont pas encore sorties pour plus récentes que ça. Maintenant, l'autre chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est le panel du bas. Ici, ce qu'on montre, c'est les concentrations urinaires de ces pesticides pour différents groupes d'âge. Et là, ben, c'est un peu triste de constater que ce sont les petits qui sont définitivement les plus exposés. Le groupe des 3 à 5 ans se distingue. Et les 6 à 12 ans aussi, là, qui étaient vraiment plus exposés que les autres. Pourquoi les enfants sont plus exposés? Il y a 2 grandes famille de réponses. La première, c'est que ils ne mangent pas autant que les perdreaux en croissance, là, quand même, mais c'est un peu le même principe. Quand on est en croissance, on mange plus d'ailleurs, on respire plus et on boit plus aussi par unité de poids corporel. Et donc, la dose d'exposition est automatiquement plus grande. Et ensuite, l'autre chose pour les enfants, les petits humains, c'est qu'ils sont beaucoup plus en contact avec leur environnement que nous. Ils touchent à tout, ils mettent tout dans leur bouche, ils n'ont pas de dédain, ils ne se lavent pas les mains. Puis, ils traînent proche du sol, là où il y a beaucoup de pesticides. Donc, on n'est pas surpris qu'ils soient effectivement plus exposés, mais c'est néanmoins déplorable. OK. Donc, maintenant, si on revient à l'évaluation des risques. Donc, ce sur quoi on se base à l'ARLA, là, je reviens sur un peu ce qui a été dit, abordé avec Valérie. Donc, tout repose sur les limites maximales de résidus. On utilise, donc, on a une limite, une LMR pour chaque paire aliment-matière active.
Et là, ce que les évaluateurs de risque vont faire, c'est qu'ils vont faire ils vont regarder c'est quoi le régime habituel d'une personne canadien pour différents groupes, hommes, femmes, différents groupes d'âge. Et on va additionner les sources d'exposition pour arriver à c'est quoi la dose journalière probable d'exposition. Et on va comparer ça avec la dose journalière acceptable. Et là, donc, cette dernière mesure-là, c'est une quantité de pesticides qu'on dit peut être ingérée quotidiennement au cours d'une vie avec un risque tolérable. Mais ces données-là proviennent toutes d'expériences animales sur des rats de laboratoire, plus souvent qu'autrement, avec des durées d'exposition relativement courtes à des doses d'exposition relativement élevées. On diminue par un facteur de sécurité pour tenir compte de ces limites-là, mais tout indique que ce n'est pas suffisant pour le nombre de limites qu'il y a à cette approche-là. Donc, parmi ces limites-là, il y en a vraiment plusieurs qui sont importantes à souligner. L'une des limites très importantes, c'est le fait qu'on teste des animaux que pour au moins certains effets de santé, c'est probablement pas le meilleur modèle. Par exemple, les effets sur le cerveau, bien, on ne va pas être capable de... L'être humain se distingue par son cerveau. On est complètement différent des autres espèces. On a un cerveau beaucoup plus développé, capable d'opérations beaucoup plus complexes. Et donc, il est beaucoup plus sensible et beaucoup plus vulnérable à une perturbation de son développement. Donc, pour tout ce qui est neurotoxicité, c'est clair que l'être humain est l'espèce la plus sensible aux pesticides. Et c'est pour cette raison-là, en fait, que ce serait bien si on utilisait plus de données d'études épidémiologiques sur des êtres humains. Ils sont très peu utilisés par les régulateurs en ce moment. Ensuite, bien, il y a plusieurs effets de santé qui ne sont pas inclus dans les tests standards toxicologiques. On a parlé du métabolome. J'ai vu plusieurs présentations, le métabolome dans les sols. Mais on voit aussi qu'il y a des pesticides qui touchent le métabolome chez les mammifères. Et ça ne fait pas partie des tests standardisés du tout. Bien, ensuite, il y a l'incertitude concernant les mélanges et les produits commerciaux versus juste la matière active. Ça, on en a déjà parlé. D'autres personnes l'ont évoqué avant moi. Ensuite, bien, il y a des problèmes qui sont peut-être pas nécessairement d'ordre scientifique, mais d'ordre est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans ces valeurs-là quand on regarde c'est quoi les processus? Bien, premièrement, on voit bien que les opinions d'experts peuvent vraiment varier d'un expert à l'autre. Il y a eu tout le glyphosate, encore une fois. Le glyphosate, c'est la meilleure substance pour illustrer toutes les lacunes qu'il y a dans le système. Donc, on a deux grandes agences très importantes, des gens hyper intelligents, connaissants, qui travaillent là. Ils ne sont pas arrivés aux mêmes conclusions. L'une a jugé que le glyphosate, il y avait un risque cancérigène. L'autre a dit non, il n'y a pas vraiment de risque. Quoi penser? Ensuite, bien, les autorisations gouvernementales d'homologation, pour l'instant, reposent je ne sais pas, à plus que 95% sur les données de l'industrie. Et il y a des études, Louise Vandelac en a parlé, qui montrent que quand c'est financé par l'industrie, on ne retrouve pas les mêmes résultats. Il y a des gens qui se sont attardés à étudier la question scientifiquement. Bien, les études aussi de l'industrie ne sont pas validées par les pairs et elles sont gardées secrètes. Donc... ici, je vous donne un exemple concret là, d'une étude où on a évalué l'exposition. Dans ce cas-ci, c'était au chlorpyrifos et c'était à des doses supposément sécuritaires, donc sous la dose journalière acceptable. Ici, c'est des rongeurs qu'on a exposés d'une façon chronique et on a évalué la santé de leur microbiote intestinal. On a observé qu'il y avait une diminution de la diversité de ce microbiote. Il y avait surtout une brisure de la barrière épithéliale intestinale et cette barrière-là est très importante. Son intégrité est essentielle pour le bon fonctionnement du métabolisme. Et ce qu'on observait, c'était des effets de type
obésogènes, donc un développement de résistance à l'insuline, d'augmentation de tissus graisseux. Et il y a beaucoup de chercheurs qui mettent en cause l'exposition généralisée aux pesticides dans l'épidémie d'obésité qu'on observe maintenant mondialement à travers la planète. Mais ça reste à préciser vraiment la contribution des pesticides dans ça, mais il semblerait qu'elle soit non nulle à tout le moins. Ensuite, une étude, encore une fois ici, où donc j'essaie d'illustrer les limites qu'on trouvait par des petits exemples concrets. Dans cette étude-là, on a nourri des souris à 6 pesticides en même temps. Chacun était à la dose permise. Donc, tout est correct. Normalement, il ne devrait pas avoir d'effet. En plus, on les a exposés pendant 52 semaines. Et ce qu'on a observé, c'était des effets vraiment différentiels en fonction du sexe. Et ça arrive souvent. Il y a beaucoup de différences au niveau métabolique entre les mâles et les femelles. Donc, chez les femelles, on observait donc différents problèmes métaboliques, là, des choses qui ressemblent un peu à du diabète, aussi des problèmes hépatiques. Chez les mâles aussi, il semblait avoir des effets obésogènes puis des anomalies hépatiques. Encore une fois, il n'y aurait pas dû avoir d'effet. On était à des doses acceptables. Et ça, c'était juste un exemple, mais il y a une revue récente, là, publiée en 2016, où on a c'est ça, fait une revue de la littérature sur toutes les études qui ont étudié les mélanges. Et ce qu'on observe, c'est qu'il semble se distinguer certains groupes. Les insecticides en mélange se distinguent par des effets neurotoxiques. Les fongicides ont tendance à avoir des effets de perturbation endocrinienne, reprotoxicité, ça se touche les deux. Puis, il y avait d'autres effets aussi, là, je ne vais pas les dire exhaustivement. Mais il y avait des interactions, donc des effets supra-additifs dans au moins le tiers des cas. Maintenant, un autre effet de santé cette étude-là est intéressante parce qu'ici, on a vraiment regardé l'exposition par l'alimentation et on revient ici, c'est pas c'est des études, une étude humaine. Et on a observé, en fait, on a évalué l'alimentation de groupes d'hommes et on a catégorisé leur exposition aux pesticides par voie alimentaire en 4 groupes. C'est les quartiles qui sont représentés sur ces figures. Et là, on a observé la qualité de leur spermogramme. C'était des hommes qui étaient en clinique de fertilité, donc c'est une population particulière, il faut le souligner. Et regardez la relation vraiment quand même remarquable, là, où on voyait qu'avec ceux qui étaient dans un quartile plus élevé d'exposition, il y avait 50 moins de spermatozoïdes et 30 de moins de pesticides de forme anormale. Encore une fois, vous pourriez me dire, c'est juste une étude. Il y a une review qui vient d'être publiée, une méta-analyse publiée dans Environmental Health Perspective. C'est la meilleure revue en santé environnementale et une revue extrêmement bien faite qui soutient que l'exposition aux pesticides a un effet sur la fertilité masculine. Là, j'allais vous parler de l'ARLA, mais là, tout a été dit là, sur les processus. Genre, la cour est pleine, j'en rajouterai pas. Et c'est en transformation. Donc, on va donner la chance aux coureurs. Puis, comme Valérie, moi aussi, j'ai décidé de changer les choses par l'intérieur. Donc, on est optimiste. OK. Donc, les effets reconnus des pesticides, je ne serai pas exhaustive là-dessus, mais il y en a plusieurs. Ça touche les enfants, ça touche le cerveau, ça touche aussi des effets métaboliques, la fertilité. Je pense que pour ce qui est des mélanges, honnêtement, je suis pessimiste sur le fait, est-ce que la science est vraiment capable de prédire l'effet de tous les mélanges avec 500 molécules, plus même toutes les permutations? À mon avis, c'est impossible et c'est donc une circonstance dans laquelle le principe de précaution devrait s'appliquer. On ne va pas être capable de juste tout baser nos décisions sur des données puis des chiffres précis. Donc, il va falloir y aller avec une diminution. Donc, je pense que les normes, il y a plusieurs indications qui disent que les normes ne sont pas protectrices. J'espère qu'avec tous les changements à l'ARLA, ça va amener à des nouvelles... Des nouveaux calculs. Puis, en dernier lieu, je veux vraiment encourager tout le monde. C'était vraiment beau de voir tous ces gens qui travaillent sur trouver des alternatives. On en a vraiment besoin. Donc, continuez. Merci beaucoup pour votre attention.